Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari et bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Notre rubrique Ramadan porte ce soir sur le mérite du jeûne pour celui l'ayant observé. D'aucuns parlent de récompense divine sans limite. À cet effet, suivons les explications du prédicateur Oustaz Haladou Yahya. Un jeûne de Ramadan bien réussi a beaucoup de mérite. D'abord, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute œuvre appartient, de Bani Adam lui appartient, mais le jeûne, c'est Allah qui le récompense. Celui qui est admis dans son jeûne se trouve avec l'assistance de Allah subhanahu wa ta'ala, bien guidé dans ce sens, dans son raisonnement, son cœur bien soumis, le corps raclé de toute souillure, le cœur apaisé et le cœur adouci devient rempli de bonté et de soucis de la Ummah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, c'est le pardon de Allah subhanahu wa ta'ala. On se retrouve épargné du fait de l'enfer et la récompense sera le paradis. Pour la suite de sa vie, on a plus de sagacité intellectuelle pour être soumis à Allah, à ses signes, et on trouve une volonté raffermie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais surtout la conviction nécessaire dont chaque fidèle a besoin pour mener sa mission sur terre, celle d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Chapitre Ramadan, toujours nombreux sont les jeûneurs qui changent en cette période leurs habitudes alimentaires. Ainsi, certains fidèles, pour entamer une journée de jeûne, ne consomment que du lait, une situation qui n'est pas sans conséquence. Le reportage dans cet élément qui va suivre. Le mois béni de Ramadan coïncide cette année avec une période d'intense chaleur. Le corps du jeûneur faiblit plus, d'où une recherche d'aliments compensatoires et entre autres aliments consommés. Le lait, un aliment complet équilibré, véritable source de nutriments. De quoi est-il exactement composé? Le lait, c'est un aliment qui est très riche en protéines parce que lorsque vous regardez les protéines, parce que le lait contient beaucoup de protéines. Non seulement le lait contient des protéines, mais l'avantage du lait, c'est que les protéines du lait sont d'excellente qualité. Parce que une chose est de consommer des protéines, mais une autre chose est d'avoir des protéines de qualité. Et la différence entre le lait et certains produits, notamment, c'est que les protéines du lait sont de très très bonne qualité. Maintenant, en plus des protéines, vous avez également des éléments qu'on retrouve dans le lait. Parmi les éléments qu'on va retrouver dans le lait, vous avez la vitamine A. Donc, et la vitamine A, c'est un élément aussi important, surtout pour les enfants, parce que la vitamine A intervient dans la croissance. Maintenant, en plus de la vitamine A, vous avez également des sels minéraux qu'on retrouve dans le lait, notamment les sels minéraux comme le calcium. Et le calcium également, c'est un élément important, notamment pour la prévention des maladies cardiovasculaires, mais aussi pour la croissance. Et on sait que pour la croissance, un enfant a besoin. C'est la raison pour laquelle le lait est un aliment indispensable pour les enfants, lié simplement à la présence du calcium. Le lait est une source de calcium vraiment très, très appréciable. Utilisé sous plusieurs formes, en yaourt, dans la boule ou dans le thé, nombreux sont ceux qui consomment le lait, d'où ces quelques conseils. Le lait peut, chez certaines personnes, entraîner ce qu'on appelle une intolérance, notamment parce que le lait est riche en lactose et le lactose, chez certaines personnes,
peut entraîner une intolérance et favoriser la survenue de la diarrhée. Donc pour les personnes qui souffrent d'intolérance liée à la consommation du lait frais, donc le conseil d'usage qu'on donne, c'est vraiment de passer au yaourt plutôt que le lait frais. Donc lorsque la personne est intolérante au lactose, donc le conseil c'est vraiment de consommer le yaourt. Mais il faut dire que le lait également est un aliment qui est important pendant le mois de Ramadan, compte tenu des effets que je viens d'évoquer. Non seulement le lait contient de l'eau, mais en plus de là, le lait contient des éléments nutritifs qui peuvent lui permettre de mieux aider le jeûneur à supporter la soif. Mais là où il faut, notamment pour le cas du jeûneur, le lait c'est important comme c'est riche, mais il faut savoir que le lait seulement au petit déjeuner ne suffit pas, notamment au suhour, ça ne suffit pas parce que tout simplement le lait n'est pas riche en énergie et lorsque l'on consomme que le lait, malheureusement on risque de se retrouver dans une situation de déficit énergétique, autrement dit on se retrouvera avec une fatigue de façon plus rapide lorsqu'on consomme le lait au petit déjeuner, notamment au suhour. Il est alors nécessaire de prendre en compte ces conseils afin d'éviter toute perturbation gastrique liée à la consommation du lait. À quelques jours de la fête de Ramadan, les prix des condiments ne font que augmenter sur les marchés selon le constat de nos reporters. Qu'est-ce qui est à la base de la hausse du prix de ces produits? Élément de réponse dans ce reportage signé notre stagiaire Sakina Gazibou et Aboubakar Souley. À quelques jours de la fête de Ramadan, l'on constate toujours dans les différents marchés de la capitale une certaine persistance de la hausse des prix des produits de première nécessité. Une situation qui joue sur la bourse des consommateurs et dont les vendeurs et revendeurs expliquent en ces termes. Je suis un revendeur de légumes. Les légumes frais n'ont pas de prix. Si nous les prenons cher, nous ne pouvons que les vendre cher. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu parce que les prix ont un peu diminué pour certains produits. On ne sait pas comment ça va se présenter après. Je vends les légumes frais. Vraiment, les prix n'ont pas diminué. Chaque matin, ça ne fait qu'augmenter et la faute ne vient pas de nous, mais de là où on se ravitaille. Parce que tout simplement, tous les légumes nous proviennent de l'extérieur. À présent, on souhaite juste qu'on nous les revende moins cher afin qu'on puisse les revendre moins cher également à nos clients. Selon une cliente qui n'a pas manqué de lancer un appel, pratiquement tous les légumes ont connu une augmentation. Les condiments sont chers. Depuis que le Ramadan a commencé, moi je n'ai pas vu une baisse de prix. Si ce n'est pas au niveau des oignons, des poivrons peut-être, mais tout le reste là, ça ne va pas. Surtout les légumes. Le prix ne fait que monter à chaque fois. Nous voulons que la vie coûte moins cher ici à Niamey. On veut que les autorités fassent en sorte que même ceux qui ont les petits revenus puissent préparer et rompre le jeûne. À noter que cette cherté de prix des produits de première nécessité restera intacte et risque même de connaître d'autres augmentations, compte tenu de la forte chaleur, a laissé entendre les vendeurs. Des vastes opérations conjointes contre les groupes terroristes dans deux parties du Niger, à l'ouest dans la zone de 3 frontières et à l'est dans le lit du lac Tchad. Deux opérations qui ont enregistré des succès éclatants pour les forces armées nigériennes et leurs partenaires. Des terroristes anéantis, des matériels récupérés et des individus interpellés. Le point avec Hassan Saleh Mustafa. Double opération conjointe
double victoire pour les forces armées nigériennes et ses partenaires. La première opération, c'est celle qui a eu lieu dans la zone dite de 3 frontières sous le commandement du Niger et du Burkina Faso. L'opération Ta'anli 3 ou Cohésion. En effet, entre le 2 et le 25 avril dernier, les soldats de l'armée nigérienne et ceux du Burkina Faso, appuyés de l'aviation militaire, ont fait des déluges de feu sur des bases terroristes. Les résultats sont très encourageants. Une centaine de terroristes neutralisés, une quarantaine autres interpellés et des bases logistiques détruites. 2 bases précisément. Une quantité importante de produits prohibés et du matériel pour la fabrication d'engins explosifs ont été également saisis. Cette opération a été aussi une occasion pour les militaires nigériens et burkinabés sous la coordination du poste de commandement conjoint basé à Diori au Burkina Faso de procéder à une distribution des vivres aux populations. Environ 200 tonnes composées du céréales, du sucre, de l'huile, du sel, etc. Il y avait aussi des produits pharmaceutiques qui ont été distribués aux populations des localités du Niger et du Burkina Faso de la zone. La deuxième opération conjointe, elle a eu lieu à l'extrême est du Niger, plus précisément dans le lit du lac Tchad, où les troupes de la force mixte multinationale FMM, composée des soldats des pays membres du bassin du lac Tchad, ont mené un assaut contre les éléments de Boko Haram très actifs dans ce bassin. Ainsi, les récentes offensives et opérations de ratissage lancées par cette force mixte dans la zone de Kaji-Jiwa ont permis de neutraliser une trentaine de terroristes et de récupérer plusieurs autres matériels, dont 15 fusils AK-47, 2 ceintures de 222 munitions et 179 cartouches, 2 téléphones portables et un drapeau de Boko Haram. 11 autres individus suspects ont été arrêtés, parmi eux 3 enfants qui sont tous en audition actuellement. Toujours dans cette zone du bassin du lac Tchad, mais vers Douti, un village non loin de la frontière nigéro-nigériane côté d'Ifa, quelques éléments armés ont tenté d'infiltrer une position du secteur 4. Malheureusement pour eux, ils ont été très vite repoussés par une action coordonnée entre la task force aérienne et les troupes terrestres, ce qui a permis aux éléments de la force mixte multinationale de détruire 3 véhicules armés et un autre récupéré. Là aussi, plusieurs terroristes ont été anéantis, indique la force mixte multinationale. Pour les 2 opérations conjointes contre des groupes armés non étatiques à l'ouest et à l'est du pays, les forces armées nigériennes et leurs partenaires n'ont pas enregistré d'énormes dégâts dans leur rang, d'où la satisfaction générale de la hiérarchie militaire et des partenaires. La Cour des comptes a publié un rapport sur la gestion des institutions de la République. Ce rapport fait cas de plusieurs irrégularités dans cette gestion des biens publics, notamment la surfacturation, le refus de déclaration des biens personnels pour les ministères à la prise de leurs fonctions. Suivons à ce sujet la réaction de l'acteur de la société civile, Michael Zodi. Des gens qui sont impliqués dans ce genre de détournement des données publiques puissent répondre de leurs actes devant les juridictions. Pire, ce qui est marrant, vous allez constater que c'est constitutionnel, la déclaration des biens des ministres. En sortant ou bien en rentrant, vous déclarez vos biens pour que le peuple, pour que la population, pour que les citoyens puissent voir l'évolution de votre richesse. Mais très malheureusement, ils ne le font pas parce qu'aussitôt arrivés, ils amassent des richesses et ils ne peuvent pas les déclarer. La corruption, le détournement des données publiques fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes toujours derniers de la planète. Et il faut que ça s'arrête. Et nous pensons qu'il y aura rupture à l'arrivée de Bazoum Mohamed à la tête du pays parce qu'il l'a dit, il l'a promis, mais très malheureusement, c'est la continuité. Si vous regardez la promesse faite, la lutte contre la corruption, c'est quelques mini-frétins
qui ont été arrêtés et déposés au niveau des juridictions. Nous avons vu l'an 1, il a dit qu'il a fait arrêter 30 personnes. Et ces 30 personnes-là vont durer longtemps en prison. Mais qui sont ces 30 personnes? Et regarde, c'est très simple. Prenons le cas de l'affaire de MDN. Qui est en prison? Et pire, c'est là qu'on estime impliqués dans cette affaire du ministère de la Défense. Avant-hier, 2 d'entre eux ont reçu des marchés à des dizaines de milliards. On les a donné des marchés, donc on les encourage. Donc, nous ne croyons plus, je dis bien nous ne croyons plus à cette façon de faire, ou bien c'est que le président de la République a dit, l'engagement pris par le président de la République. Si la Cour des comptes va donner ces rapports-là, on va regarder qui est de ma formation politique, qui est à côté de moi, qui est proche de moi, qui est dans ma fada. On sélectionne et on prend les mini-frétins, on les amène en prison. Donc c'est une justice 2 poids 2 mesures. Nous sommes sceptiques par rapport quant au règlement des scandales retrouvés dans le rapport de la Cour des comptes. Donc le président de la République, Bazoum Mohamed, ne peut pas corriger effectivement cette gouvernance-là. À un moment, nous avons crié, mais très malheureusement, ce n'est pas ça au fil du temps. Parce que les Nigériens n'ont plus besoin de discours. Ils ont besoin des actes. Et nous attendons ces actes-là. Et aucun acte n'a été posé. Récemment, on dit que non, un ministre de la communication a été déposé au niveau de la prison civile, de Kolo. Mais il faut se poser des questions. Ce ministre-là, il est de quelle formation politique? Aujourd'hui, après 11 ans, qui nous gère? Ce sont les militants du PNDS Tareya. Et ce sont eux qui sont impliqués dans les scandales. Mais qui a été inquiété? Personne. C'est parce que ces ministres-là, il est membre et le militant d'un parti allié, donc on peut les sacrifier. Mais les autres sont protégés. Donc c'est clair que nous ne croyons pas effectivement aux engagements pris par le président. Comme chaque semaine, place à présent à notre rubrique, la chronique juridique. Elle porte sur la garde à vue, un thème développé par Amani Mustafa Nibi. Très bonne réception. Il faut rappeler que la garde à vue, c'est une mesure qui permet à un officier de police judiciaire de détenir une ou plusieurs personnes, soit à des faits d'enquête, soit parce qu'il existe des éléments, des indices graves et concordants à l'égard de ces personnes. L'objectif étant d'empêcher cette personne de faire disparaître des preuves, de faire pression sur des témoins, ou à tout le moins de fuir la justice. Seul l'officier de police judiciaire peut garder une personne à vue. Les personnes qui ont compétence ou qui ont cette qualité d'officier de police judiciaire sont définies par l'article 16 de notre code de procédure pénale. Je disais tantôt que c'est des indices graves et concordants qui, le plus souvent, amènent l'officier de police judiciaire à garder une personne à vue. En dehors de cette personne, aucune autre personne, je dis bien, ne peut retenir une personne qu'aucune infraction lui est reprochée. Il faut d'abord, au préalable, avoir cette qualité d'officier de police judiciaire. La garde à vue est bien évidemment bien encadrée par la loi. Les délais en sont prévus, les droits sont reconnus à la personne gardée à vue et l'auteur, la personne qui met cette personne à garde à vue a aussi des devoirs. Pour ce qui est du droit commun de la garde à vue, c'est l'article 71 de notre code de procédure pénale qui parle de cela, qui nous dit si pour des nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices de culpabilité
il ne peut les retenir plus de 48 heures. Passé ce délai, il doit les relâcher ou les conduire devant le procureur de la République. Toutefois, le procureur de la République peut accorder l'autorisation de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai qui ne peut excéder 48 heures. C'est cela le principe. Une personne ne peut être gardée à vue plus de 48 heures, renouvelable une seule fois. Eh bien, il y a des exceptions qui ont été prévues à côté de ce principe de 48 heures renouvelable une fois, qui ont été prévues par la loi. D'abord, il s'agit du cas de l'infraction de terrorisme. En matière de terrorisme, c'est l'article 605.5 qui nous dit que la garde à vue en cette matière est de 15 jours. 15 jours, renouvelable une seule fois. Et on dit, par autorisation écrite du parquet du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, ou du juge d'instruction de la dite juridiction. Il y a aussi une exception en matière de drogue. En la matière, la garde à vue est de 48 heures, renouvelable une fois, là aussi sur autorisation écrite, je dis bien, du procureur de la République. Donc, à entendre par autorisation écrite, le procureur ne peut pas prendre son téléphone, ou le PJ ne peut pas prendre son téléphone pour dire au procureur que j'ai gardé telle personne à vue, le délai ayant dépassé, est-ce que je peux reconduire ou prolonger, autant pour moi, cette mesure? Il peut le faire, mais il reste dans la violation de la loi. Donc, à la matière, on dit, à côté de cette première prolongation de 48 heures, eh bien, une deuxième prolongation écrite peut être accordée dans les mêmes conditions, mais pour une durée qui ne peut excéder 24 heures. Donc là même, l'autorisation doit être écrite. À côté de ces deux exceptions, il y a la situation particulière du mineur. Parce qu'il faut retenir que depuis un certain temps, à l'échelle internationale, tout comme à l'échelle nationale, autant de lois sont intervenues pour protéger cet être fragile. C'est pourquoi au Niger, il y a la loi 2014-72 du 20 novembre 2014 déterminant les compétences, les attributions et le fonctionnement des juridictions du mineur, qui nous précise que le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en garde à vue. Mais à côté, on dit qu'il peut être mis à la disposition d'un officier de la police judiciaire avec l'accord écrit du procureur de la République, sans être placé en chambre de sûreté. Mais même dans ce cas, je dis bien, le délai ne peut dépasser 12 heures. Il y a la situation du mineur âgé de 13 à 18 ans. Certes, il peut être placé en garde à vue, mais il ne peut pas être mis en chambre de sûreté avec les majeurs. Et la particularité, c'est que pour ce mineur placé en garde à vue, aussitôt que l'officier de la police judiciaire le met en garde à vue, il doit, je dis bien, il doit informer ses parents. Il doit commettre par voie de réquisition un médecin qui doit examiner le mineur, conformément à l'article 71 du Code de procédure pénale. Il doit, dans les mêmes conditions, aussi commettre un travailleur social qui doit faire une enquête sociale et de personnalité sur le dit mineur. Tout cela, c'est pour protéger cet être plus fragile.
Et mieux encore, le mineur gardé à vue a droit à l'assistance d'un conseil. C'est cela que je trouve inadmissible. Le législateur s'est donné cette peine pour accorder cette protection très élevée aux mineurs. Parce qu'aujourd'hui, l'assistance d'un conseil, c'est vraiment indispensable et capital. C'est même une obligation de par la loi. Qu'un mineur ne peut pas être gardé à vue sans qu'on puisse lui choisir un conseil. C'est l'article 10 de la loi 2014 déterminant le fonctionnement et la procédure à suivre devant les juridictions du mineur qui nous dit cela. Si le mineur n'a pas cette possibilité de désigner par le biais de ses parents un conseil, eh bien, on dit l'officier de la police judiciaire doit immédiatement rendre compte au procureur pour lui dire que j'ai gardé dans mes locaux un mineur, il n'a pas un conseil qui l'assiste, de bien vouloir informer le juge des mineurs qui doit désigner un conseil commis d'office pour l'assister. C'est une obligation légale. Mais malheureusement, je dis bien, malheureusement, aujourd'hui, vous allez faire le tour des différents locaux où on peut faire des gardes à vue. Vous n'allez jamais rencontrer une telle situation où un mineur est interpellé, où on demande au procureur de la République de bien vouloir saisir le juge des mineurs pour désigner un conseil commis d'office. Parfois, on le fait assister juste pour l'entendre par ses parents. Ce n'est pas ce que dit la loi. La loi dit droit à l'assistance d'un conseil. Et plus loin, on nous explique que si le mineur n'a pas les moyens pour prendre un conseil, aussitôt on rend compte au procureur de la République qui saisit le juge des mineurs qui doit désigner un conseil commis d'office pour assurer la protection de cet être plus fragile. Et mieux encore, cette loi nous dit le mineur victime ou témoin doit tout autant être assisté. Donc ce n'est pas que ce mineur-là qu'on soupçonne d'avoir commis une infraction. Non, même ce mineur victime ou témoin a droit à l'assistance d'un conseil. Et les personnes gardées à vue ont autant de droits aussi. Parce que, aussitôt qu'une personne est gardée à vue, l'officier de la police judiciaire doit, dans une langue que la personne maîtrise, lui faire comprendre ce pourquoi la personne est là. Ce qui lui est reproché exactement. S'il décide de le garder à vue, il doit l'informer qu'il est gardé à vue à compter de telle heure. Il doit aussi lui informer la durée de cette garde à vue-là. Il doit, dans les mêmes conditions, commettre un médecin pour examiner la personne, pour vérifier son état avec la garde à vue. Parce qu'aujourd'hui, il se peut que c'est une personne qui est atteinte, par exemple, du diabète ou bien d'autres maladies qui ne permet pas de les garder dans certains locaux. Eh bien, tout cela, on doit vérifier. Parce qu'au-delà de la commission de l'infraction, c'est des êtres humains qui ont des droits inaliénables qu'on est en train de garder. Donc, il faut les mettre vraiment dans cette protection que la loi leur accorde. Eh bien, à côté de tout cela, l'officier de la police judiciaire doit permettre à la personne d'informer sa famille et son employeur. Si c'est une personne étrangère, eh bien, on doit lui permettre d'informer le consulat de son pays pour qu'on sache les conditions dans lesquelles la personne se retrouve. On doit aussi l'informer de son droit de répondre aux questions qui lui seront posées et lui dire que s'il veut, il peut garder le silence.
Mais à côté de tout cela, je dis bien, on doit informer la personne de son droit de prendre un avocat. Avant l'avènement du règlement 5/2002 de l'UEMOA, en fonction de l'infraction, si c'est le droit commun, c'est à partir de la 24e heure. Si c'est pour l'infraction de drogue, c'est à partir de la 48e heure et l'infraction de terrorisme. Mais avec le règlement de l'UEMOA, on dit dès l'interpellation. Donc, avant même d'amener, par exemple, si la personne a été interpellée à son domicile ou à un autre lieu, avant même de l'amener dans leurs locaux, on doit l'informer de son droit de prendre un avocat. Mais à côté de tout cela, il y a une seule exception prévue par la loi où expressement on dit bien qu'une personne ne peut faire l'objet de garde à vue. C'est en matière d'infraction sur le délit de presse. Donc en matière de délit de presse, la détention préventive est interdite. Aussi, la garde à vue ne peut être opérée dans ces conditions. Mais là, la loi n'a pas défini ce qu'il faut entendre par délit de presse. Seulement là, il faut se retourner dans les infractions prévues dans l'ordonnance 2010-37 du 4 juillet 2010. Pour toutes ces infractions, une personne ne peut faire l'objet de garde à vue. La garde à vue, c'est vraiment un pouvoir discrétionnaire de l'officier de police judiciaire, surveillé par le procureur de la République, qui est encadré strictement par la loi, qui reconnaît des droits et des obligations aux personnes gardées à vue.